Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on refait le match et allez le vert. Quel match? Celui du Salon international de l'agriculture. Il vient de refermer ses portes, il avait lieu à Paris Expo, porte de Versailles. Et on accueille pour le grand oral Agnès Bourgoin de l'Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui, ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Eh bien l'actualité, c'est toujours ce salon qui vient de terminer et le programme est celui qui est consacré au monde du vivant. À l'heure de la récré, on retrouve Amal, fausse récré. On va sortir en forêt, bonne nouvelle, mais il y a une école cachée dans la forêt. Ça se passe à Marsac. Et puis, comme tous les jeudis, conseil de discipline, notre rendez-vous avec la chronique juridique de Maître Valérie Piot. Que faire quand les enseignants sont absents? Vous le verrez, on n'est pas forcément impuissant. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. C'était l'édition des retrouvailles que cette édition du Salon international de l'agriculture qui a donné une large place aux enjeux d'éducation et de formation. On en parle aujourd'hui avec Agnès Bourgoin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes à la fois architecte paysagiste, j'ai besoin de mes notes là, formatrice, chargée de communication, je crois à la fois grande défenseuse et spécialiste de l'apprentissage. Un mot sur cet Agrocampus, établissement créé en 1965. Sur un site classé pour son caractère, je cite, artistique, historique et scientifique, légendaire et pittoresque. Un site extraordinaire en somme. 700 élèves et apprentis, dont 277 internes du CAP au BTS dans les métiers de l'aménagement paysager, de la production horticole, du commerce, de la fleuristerie et les métiers du cheval. J'ai bon ? C'est bon. Tout commence extrêmement bien. Avant de parler de cet agrocampus, qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction ? Alors en fait, écoutez, moi je pratiquais ce métier passionnant. Mais avant, pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Eh bien alors là... Quand vous aviez 15 ans, vous vouliez comment? Écoutez, l'histoire remonte en effet à la classe de 3e où je ne passe mon temps à dessiner, faire des maquettes pendant tous les cours. Et un professeur dit à mes parents, elle n'est vraiment pas normale, il faudrait la changer d'école. Voilà. Je réfléchis en fait à ce moment-là avec l'aide de mes parents un petit peu à ce métier, quel métier j'aimerais bien faire. Et je vois les mots d'architecte. Voilà, mais elle n'est pas normale, ça veut dire elle n'est pas très bonne élève ou elle s'ennuie ou elle a... Ah écoutez... j'ai envie à chaque fois de représenter l'exercice, la rédaction, d'imaginer un décor, une mise en ambiance. Voilà. Je réfléchis donc à l'époque les cahiers de l'ONICEP, ces parcours métiers. On ne voyait pas clairement l'architecte paysagiste, on voyait plus clairement l'architecte, l'architecte d'intérieur, puisque j'ai commencé par ce parcours-là. Et surtout, un enseignant qui m'a dit, écoute, débrouille-toi dans le temps de la rédaction. Si tu veux faire un dessin, une illustration, une maquette, tu gères. Extraordinaire. Magique. Et là, évidemment, ça débloque. On se dit, voilà, ça y est, j'ai compris. J'ai découvert mon talent, j'ai découvert ma voix. J'ai compris qu'en tout cas, il était plus facile pour moi de me représenter les choses avant de le mettre en forme à l'écrit. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on a des parcours tous différents. Et vous devenez architecte paysagiste. Le rôle premier de votre établissement est de favoriser, dites-vous, l'épanouissement par l'accompagnement du jeune dans ses choix tout au long de la scolarité. Finalement, c'est ce qu'on a fait pour vous. Mais comment on s'y prend concrètement? Alors, comment on s'y prend? Écoutez, je pense, vous l'avez évoqué tout d'abord, que ce site est un site extraordinaire, pas un bâtiment traditionnel entouré d'une clôture, puisqu'en fait l'équipe pédagogique peut en permanence pousser la porte et utiliser ce plateau technique grandeur nature. Et ça, je pense que c'est vraiment un grand atout. C'est un atout aussi pour tout ce qui est le campus sur ses activités sportives. L'enseignement agricole a une vraie pratique du rugby et autres sports. Voilà, donc ça, je crois que c'est très liant. Et c'est aussi, ces portes ouvertes, c'est la possibilité de rencontrer sur le même site, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des adultes, des professionnels, la machine à café, le QG, pour retrouver tout un tas de parcours métiers. Voilà. Qui attire l'enseignement agricole aujourd'hui? Ça fait bien longtemps que ça n'est plus seulement une affaire d'enfants d'agriculteurs et que ça n'est plus non plus seulement une affaire de jeunes issus du milieu rural. Tout à fait. Alors, là-dessus... Nous avons une difficulté, c'est clair. Depuis de nombreuses années, je me balade avec ma petite valise dans les collèges, dans les forums, et on me regarde toujours un peu de loin. Ah non, mais mon enfant ne veut pas faire agriculteur. Voilà, donc je réexplique à chaque fois. Et j'aime beaucoup cette nouvelle campagne qui a été initiée par le ministère, les métiers de la nature et du vivant. Le camion rouge qui circule sur le territoire dans les communes. J'étais une bonne partie de ce salon dans le camion. On va à la rencontre des familles. Et c'est le petit flyer que je vous ai donné. En fait, voilà, derrière... Alors, je vais vous le lire et je vais vous le montrer, parce que découvrez l'éventail des métiers agricoles. Et regardez, c'est un éventail, il est extraordinaire. Et on en trouve des tonnes. Voilà, vous avez je crois qu'il y a 200 métiers. Toutes les filières, toutes les filières métiers devant et derrière toutes les déclinaisons dans chaque filière métier. Chef, contrôleur, ouvrier, conducteur. Il y a quand même des filières stars.
Alors, oui, il y a tout ce qui tourne autour du cheval, je crois. Oui, alors, les enfants, enfin les jeunes... C'est une question au hasard, ça. Totalement, c'est une question très informée. Voilà, la filière cheval est très demandée. Les jeunes ont souvent un petit peu des petits poneys bleus et roses dans les yeux. Voilà, c'est un métier qui est rude et difficile. Nous proposons le CAPA soigneur d'équidés. Et ensuite, après, les poursuites de parcours se font dans les établissements comme le CEZ de Rambouillet. Ce sont des métiers très... Il y a d'autres filières que... Alors nous, en matière d'animalerie ou d'animaux, nous n'avons que ça sur Saint-Germain-en-Laye. Mais en général. Alors après, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans les effets sûrement de la nature, de l'environnement, du besoin de la nature en ville, on a quand même beaucoup de demandes sur nos métiers du paysage et aussi des aspects de niche, notamment, par exemple, toutes les formations sur l'agriculture, mais l'agriculture bio, voilà, la permaculture, etc., qui sont des questionnements pour nos publics jeunes et moins jeunes aujourd'hui, voilà, d'être acteurs du paysage. Formation au métier de l'agriculture, ça c'est dans les filières agricoles, mais à l'agriculture en général, on a ça partout, dans tous les programmes. Et on va le voir dans quelques instants avec l'Anti-Sèche d'Amal Laoui. On parle donc agriculture. Amal, bonjour. Bonjour. À l'occasion de ce salon de l'agriculture qui vient de refermer ses portes à Paris, mais l'étude des animaux, l'étude des végétaux, elle est inscrite au programme scolaire dès l'école primaire pour tous les enfants. Oui, c'est ça, dans le chapitre sur le monde du vivant, et ça dès le cycle 2. Alors le cycle, dont on le rappelle, c'est CP, CE1, CE2. Alors les élèves vont devoir connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions et sa diversité. Il s'agit en fait dans cette partie de construire progressivement l'idée de vivant en identifiant les êtres vivants par quelques propriétés comme le développement, le changement de forme ou les échanges pratiqués avec le milieu et les autres organismes, de manière à progressivement distinguer ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. L'objectif, donc à l'intérieur de ce qui est vivant et de ce qui ne l'est pas, c'est aussi d'aller un petit peu plus loin et de distinguer l'animal, le végétal. Oui, c'est ça. Donc l'objectif, c'est d'identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants, identifier les espèces, comprendre le cycle de vie des êtres vivants, connaître les régimes alimentaires de quelques animaux, connaître aussi quelques besoins vitaux des végétaux. Donc petit à petit, grâce à l'étude de quelques animaux, eh bien, les élèves vont découvrir le cycle de la vie des êtres vivants et ce qui caractérise un être vivant. Enseignement qui captive souvent les élèves parce que c'est pas juste un enseignement théorique. C'est ça, c'est pas juste un enseignement théorique. Les élèves vont réaliser plein d'expériences. Je vais vous donner un exemple. L'enseignement pourra donc par exemple faire semer des grains de blé à ses élèves. Après les avoir comptés et semés, eh bien les élèves pourront introduire des vers de terre au milieu de la jardinière. Une dizaine de jours plus tard, les élèves sont invités à compter combien de jeunes plantes se sont développées. Ils constateront donc que tous les grains n'ont pas germé et émettront donc des hypothèses pour savoir quelles sont les causes. Donc à l'aide d'une loupe, ils pourront aussi observer de plus près les pousses ainsi que les vers de terre. Et puis, ils feront une recherche documentaire pour savoir ce que mangent ces vers de terre. Vous dites ça avec un air gourmand. Des expériences et des manipulations qui permettent à l'élève de s'ouvrir sur le monde qui l'entoure, mais aussi on pose les bases de ce qu'est le raisonnement scientifique à travers ces manipulations et ce questionnement. L'expérience de plantation pour observer le développement de quelques végétaux permet donc de développer deux concepts. Le concept de vie, donc les animaux et les végétaux sont des êtres vivants qui se nourrissent, naissent, croissent, meurent. Une plante donc n'est pas un objet inanimé, les animaux sont des êtres vivants. Et aussi le concept de temps et d'espace, donc le temps linéaire, donc naissance, croissance, le temps cyclique, rythme biologique, génération successive, cycle de vie, et l'espace grâce à l'observation des déplacements de ces animaux. Mais ça ne fonctionne que si on a mis en place des méthodes de travail extrêmement rigoureuses pour conduire des expériences, n'est-ce pas ? C'est ça, ces expériences permettent d'observer, de développer un esprit scientifique et de découvrir aussi la démarche d'investigation. Donc dans ce chapitre, les élèves vont aussi apprendre les régimes alimentaires de quelques animaux et prendre conscience de ce dont a besoin un végétal pour vivre et grandir. Il va apprendre à identifier donc quelques régimes alimentaires, végétariens, carnivores, omnivores, et découvre aussi la notion de chaîne alimentaire. Et comme toujours, on retrouve ici aussi un lien avec un sigle que vous devez connaître par cœur si vous regardez un petit peu School TV, EDD. EDD, éducation au développement durable. Dans ce cours, le professeur va donc insister sur l'importance de respecter son environnement pour permettre aux êtres vivants de vivre. Donc l'élève est sensibilisé à la quantité de déchets produits au cours d'une journée à l'école, à la maison. Une sensibilisation qui est aussi faite sur l'importance de l'eau. Agnès Bourgoin, est-ce que ce qui plaît dans l'enseignement agricole à partir du CAP et ensuite, c'est pas ce qui plaît déjà à l'école primaire, c'est-à-dire qu'il y a la manipulation, le lien avec le vivant, on n'est pas juste
dans une salle de classe à écouter un cours, ce qui est très bien aussi, mais on ne fait pas que ça. Je crois que ce qui aussi peut séduire un certain nombre de jeunes, c'est la possibilité d'être dans des pratiques, c'est-à-dire mettre en pratique tout de suite mon enseignement. Et je pense que certains de nos jeunes qui sont arrivés jusqu'au brevet de technicien supérieur ont repris confiance en eux au travers de bacs professionnels qui les ont amenés à échanger avec des équipes, avec des aînés, avec des anciens, avec des formateurs, à faire. Le lien et le fait de faire. Ah, mais bien sûr, ça c'est évident. Merci Amal pour cette anti-sèche. Agnès, on se retrouve dans quelques secondes, c'est la suite du Grand Oral. « 700 élèves du CAP au BTS qui apprennent les métiers de l'aménagement paysager, de la production horticole, le commerce, la fleuristerie, les métiers du cheval. C'est l'agrocampus de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Agrocampus où travaille Agnès Bourgoin, notre invitée, avec elle on parle enseignement agricole à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui vient de se terminer à Paris. Dans les particularités de votre établissement, il y a le nombre d'internes qui est assez important. Qu'est-ce que ça change dans la façon de s'adresser aux jeunes qui soient là en permanence? Alors, l'enseignement agricole a toujours eu une tradition d'internat, puisqu'en fait, nous avons un maillage territorial qui est plus large que l'enseignement de l'éducation nationale. Voilà, c'était vrai aussi, pardon, je vous interromps, mais des maisons familiales rurales qui sont un réseau que j'aime énormément d'ailleurs. Exactement. Qui est né au début du XXe siècle et sur ce principe, comme son nom l'indique, de l'internat. Voilà. Et apprentissage d'ailleurs, les deux. Les deux. Ingrédients qu'on retrouve chez vous. Exactement. Alors en fait, ces jeunes qui sont internes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, bien, il y a beaucoup d'associations qui sont développées sur le lycée, d'animation, voilà, on a une animalerie, on peut venir avec son animal domestique, voilà, on a, comme on l'avait vu, club ciné, club foot, voilà, le travail sur la photographie, etc. Ce qui me semble important aussi, c'est que certains disent, eh bien, lorsque je suis en alternance, j'ai des semaines qui sont denses, lorsque je suis en entreprise, donc les semaines où je suis en cours, à l'internat, je m'organise en équipe, on se motive, on fait le travail, parce que j'entends souvent, apprentissage, je suis pas très bon à l'école. Et moi, je dis, non, pas la bonne idée, d'avoir la possibilité de tenir le rythme, d'avoir un... Oui, c'est une filière très exigeante. Voilà, c'est doublement... En fait, on prend les contraintes des deux. Exactement. Les avantages aussi, mais les contraintes des deux. Exactement, voilà. Agnès Bourgoin, l'image de l'agriculture ou l'image de l'agroalimentaire, dans les médias notamment, elle n'est pas toujours extraordinaire, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y a de bonnes raisons quand on raconte aussi les difficultés de ces filières, les difficultés du métier, et ça, il faut les raconter. Et puis parfois, il y a des attaques qui sont portées contre les personnes. Comment vous gérez ça avec les jeunes? Comment eux le vivent? Alors, moi, je vois une évolution. On est vraiment aujourd'hui sur des étudiants qui choisissent leur parcours. C'est vrai que, vous voyez, lorsque j'étais dans le camion ce week-end, une dame me dit toute sa colère par rapport à cet univers professionnel dans lequel elle exerce depuis qu'elle est petite, mais qu'elle n'a pas choisi. Et je lui dis, écoutez, j'entends bien votre colère et votre souhait de ne pas transmettre ces métiers à vos enfants, mais dans les publics que nous accueillons aujourd'hui, voilà, ce sont des publics qui vont faire ces choix métiers. Même s'il ne s'agit pas de dire que ce sont des parcours faciles, mais tous les métiers... Et ces jeunes, ils arrivent conscients du fait que c'est dur? Je pense qu'en tout cas, au travers de nos parcours de formation, les équipes pédagogiques, l'alternance, évidemment, permet de rencontrer des professionnels et d'avoir une vraie réalité terrain. On a eu l'effet Covid, avec un certain nombre d'adultes qui nous sont venus nous voir pour refaire, par exemple, ce fameux BTS. On va en parler de ça. Voilà. Des adultes qui reviennent, le retour à la terre. Exactement. Voilà, mais comme c'est vraiment des filières très exigeantes, on a bien mérité une petite récré. C'est dans quelques secondes avec Amal. Qui va nous montrer une école où c'est presque toujours la récré, en tout cas pour ce qui est de l'environnement, parce qu'après ça se gâte. Oui, c'est ça. Je vous propose cette vidéo d'une école en forêt. Ça se passe en Charente avec des élèves de maternelle, regardez. Bonjour, bienvenue à l'école en forêt de Marsac. Nous sommes une école maternelle et on a 12 élèves qui s'échelonnent de 2 ans et demi à 5 ans et demi, 6 ans. Les enfants mettent leur combinaison de ski, des bottes de ski, un collant, un pull bien sûr, un manteau bien chaud, un bonnet et des gants. L'hiver, on fait vraiment juste la ronde du matin en intérieur, parce que sinon il fait trop froid le matin. Il fait combien là ? Là, ils annonçaient -1, mais ils doivent faire un peu plus. Même quand il pleut, même quand il gèle, on va tous les jours dehors. Et si on entend un oiseau et qu'on reconnaît son chant, on pourra le dire, d'accord? Toi, tu penses qu'on peut entendre quel oiseau ici? J'ai des chênes, par exemple. Le piquet-pêche. Le piquet-pêche, peut-être?
L'école en forêt de Marsac. Il y en a d'autres, des écoles en forêt. On en avait vu d'ailleurs dans le documentaire de Martin Messonnier qu'on avait accueilli dans cette quotidienne de School TV intitulée Le bonheur à l'école. Ça se développe en France. Oui, c'est ça. Donc les forest schools ou écoles en forêt en français, eh bien c'est une école ou un centre aéré en forêt où les enfants passent toute la journée dehors dans la nature et ce toute l'année. Alors le phénomène est né au Danemark et la pédagogie par la nature gagne du terrain partout dans le monde. Il existe plus de 3000 forest schools en Europe, dont 2000 sont en Allemagne. En France, il y en a une trentaine, mais la révolution verte arrive. Sur quoi repose l'enseignement dans ces forest schools? Forest schools, eh bien on est bien loin des enseignements scolaires classiques. L'enseignement dans les forest schools repose sur une pédagogie par la nature, la liberté et donc le mot d'ordre de ces structures dont la priorité est de favoriser l'épanouissement de l'enfant. On n'est pas très loin de la pédagogie Montessori, non? Exactement. Les enseignants des forest schools sont là pour écouter et sécuriser les enfants avant tout. Ils proposent des activités auxquelles les élèves sont libres de participer ou non. Alors parmi ces activités, il y a dessiner, identifier les végétaux ou les chants d'oiseaux, allumer un feu, construire une cabane. Donc dans ces écoles, on encourage véritablement le jeu libre et spontané comme méthode d'apprentissage. L'objectif, c'est donc de donner aux enfants un espace de calme et de bienveillance pour être eux-mêmes, apprendre à se connaître et à se construire au contact donc de la nature. Et alors quels sont les bénéfices pour eux? Eh bien, les bénéfices de la Forest School sont très nombreux, contrairement à l'enseignement scolaire standard, qui se concentre sur la réussite académique. Eh bien, l'enseignement de la Forest School cherche à favoriser une réussite personnelle. La liberté est donc mise en place. Il y a une mise en place de cercles d'échange qui permettent aux enfants de développer leurs relations avec eux-mêmes et avec les autres. Et les enfants apprennent aussi à évoluer à leur propre rythme, guidés donc par leur instinct, leur imagination et leurs envies. Imagination, instinct, moins 1 degré. J'en rêve. Qui peut s'inscrire? Alors, les forest schools sont ouvertes à tous les élèves d'école primaire et maternelle. Et l'école peut aussi être accessible ponctuellement. Donc, si un jour vous avez envie de faire un test, d'emmener vos enfants, vous pouvez y aller. Donc, allez-y, Emmanuel, c'est ouvert à tout le monde. Les enfants scolarisés dans des établissements classiques peuvent donc y être amenés par leur professeur le temps d'une journée ou bien s'y rendre dans le cadre d'une sortie avec un centre aéré. Les forest schools peuvent également accueillir les enfants souffrant de phobies scolaires, de troubles du comportement ou de difficultés d'apprentissage. Donc cette nouvelle forme d'éducation verte au contact des éléments séduit de plus en plus de parents et elle devrait donc continuer à se développer en France dans les prochaines années. Merci Amal pour cette récré. On va continuer à parler d'école verte. Allez, le vert, c'est le thème de notre grand oral. Agnès Bourgoin dans quelques secondes. Selon France Stratégie, 175 000 postes seront à pourvoir dans les secteurs de l'agriculture d'ici à 2022. Enfin, cette année, en tout cas, plus de 50 000 salariés permanents sont recrutés chaque année. Mais on dit aussi qu'il manque du monde. Agnès Bourgoin, il y a à la fois une attractivité... Enfin, il y a de la demande, mais il y a une attractivité qui demeure un peu insuffisante. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans mon travail de lien donc, avec nos partenaires et avec les entreprises, donc, le téléphone sonne souvent. Les entreprises du paysage, du vivant, voilà, de la production végétale sont à la recherche de salariés. Et c'est vrai que nous avons connu aussi, du côté de notre recrutement, comme je disais tout à l'heure, des périodes plus difficiles, hein, avec mais là, vous avez beaucoup de monde. Des intérêts. C'est reparti, tout à fait. On sent que ça repart. Vous refusez des gens, pour être clair. Alors, on refuse des gens selon les parcours de formation, tout à fait. Il y a des groupes classes comme, par exemple, le BTS adulte en 1 an, par exemple, comme le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui est un diplôme passionnant. Voilà, responsable d'exploitation agricole, ça peut être des toutes petites productions, production de safran en Île-de-France, par exemple. Oui, sur ces formations-là, il y a beaucoup d'adultes qui sont en demande. Sur les jeunes, nous devons continuer ce travail de lien avec les établissements et de lien avec les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons un job dating pour faire se rencontrer les professionnels et tous nos jeunes en formation chez nous pour recherche de stage, pour recherche d'emploi. Voilà. Professionnels qui exercent l'éventail des métiers agricoles. Voilà, hein, exactement. Il y en a beaucoup des métiers agricoles. Beaucoup de parcours. Effet Covid, disiez-vous juste avant l'heure de la récré. Effet Covid, il y en a plein en fait, parce qu'il y a à la fois la thématique de la sécurité alimentaire ou de la souveraineté alimentaire qui sont revenus très fort. L'idée qu'on ferait bien de cultiver autour de nous et de consommer pas loin. Il y a aussi eu l'effet de je change de vie, je veux du vert. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée au fond? Alors, deux
deux effets, en effet, de l'effet Covid. Les professionnels et les entreprises du paysage, l'UNEP notamment, fait des sondages très intéressants chaque année sur les attentes des gens en matière de végétal et de vivant. La dernière enquête disait, moi, mon jardin, je le voudrais le plus possible lié à la production. Un potager. Évoluer. Un du verger, jardin partout. qualitatif, du jardin lien social, un jardin verger potager. Quand j'ai commencé dans ce métier, monsieur le maire me demandait de dessiner un parc urbain, une gamme végétale qui était de l'arbuste, de la fleur. Et c'est pour les loisirs, pour y aller en aujourd'hui, famille, avec il va des amis. peut-être me demander d'avoir une partie du jardin qui sera plus tournée, en effet, vers le fruitier, le verger. Alors, toutes les questions de gérer ça, lorsque c'est sur ce type d'espace, sur un espace public, voilà. La deuxième chose, c'est que pour moi, l'effet Covid, les gens se sont posé des questions. Quel est mon projet de vie? Quel est mon essentiel? Et finalement, on peut être réouvert des portes qu'ils avaient fermées en se disant à l'époque, dire à mes parents que je vais faire tel ou tel métier, bon, ça n'a pas trop la cote. Voilà, et certains osent maintenant nous rejoindre en disant, c'est ce métier-là que je... Agnès Bourgoin, d'un mot, il y a eu pas mal de films autour du monde agricole ces dernières années. Je pense à Petit Paysan notamment, mais pas seulement. Ça rend plutôt service au secteur, vous avez l'impression? On vous en parle? Écoutez, sur le salon de l'agriculture, j'ai eu l'occasion de croiser certains réalisateurs de ces films. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un double message. Un message qui doit dire, en effet, c'est pas des métiers fleurs bleues, c'est des métiers difficiles, c'est des métiers engageants. Pas beaucoup de vacances quand on est sur une exploitation agricole, on y renonce. Donc c'est important, mais en même temps, je pense que c'est important de montrer toutes les qualités et tous les aspects positifs de ces métiers. Et notamment, ce qui n'est pas rien, le sens. Oui, exactement. Qui donne un sens extraordinaire. Mais tout le monde n'est pas fait pour aller sur ces profils métiers, c'est clair. Mais j'ai l'impression, comme je disais à certaines familles, lorsque j'ai renseigné dans le camion, que tous nos métiers comportent aussi des aspects plus difficiles. C'est un peu schématique. On dit tous nos métiers, en dehors du monde de l'agriculture. Bien sûr, évidemment. Le monde médical a connu des périodes très complexes aussi. Enfin, voilà. Il y a finalement que School TV qu'on se sent extrêmement bien mal. Nous, ça va. Zen. Agnès Bourgoin, merci beaucoup. Tous les jeudis, on retrouve notre avocate, maître Valérie Piot, pour son conseil de discipline. Aujourd'hui, le sujet n'est pas agricole, c'est le remplacement des profs absents. Vous croyez que vous êtes impuissant, vous ne l'êtes pas tout à fait. Regardez. Bonjour, cette semaine dans le conseil de discipline, nous allons parler du remplacement des professeurs absents. C'est une question d'actualité puisqu'avec la Covid-19, de plus en plus de professeurs ne sont pas remplacés, sachant que ce problème de non-remplacement des professeurs était déjà un problème avant cette épidémie de Covid. Alors quel est le cadre légal en matière de remplacement de professeurs ? Alors il faut savoir que bien évidemment, le service public d'enseignement est un service public qui normalement doit fonctionner dans la continuité. C'est le droit à l'éducation des élèves. Il y a à la fois l'obligation scolaire de la part des élèves avec une obligation d'assiduité et le corollaire, c'est un droit à l'éducation et un droit au cours. Donc c'est vraiment un droit à l'éducation d'avoir un professeur lorsque l'on se rend en cours. Il y a une jurisprudence très claire du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême en matière administrative qui date de 1988 et qui édicte un principe très clair qu'il y a une obligation de continuité du service public et d'assurer le remplacement des professeurs. Et en cas d'absence de ces professeurs pour une durée appréciable, quand l'enfant ne peut pas bénéficier des cours réglementaires auxquels il a droit, à ce moment-là, l'État engage sa responsabilité et peut notamment être condamné à des dommages et intérêts. Donc on voit que à la fois les textes mentionnent bien ce droit au cours et ce droit à l'éducation qui est une liberté fondamentale, qui est le corollaire de l'obligation d'assiduité des élèves. La jurisprudence est très claire sur le fait qu'il faut que l'État, dans le fonctionnement du service public d'enseignement, procède au remplacement d'un professeur absent. Alors, comment faire si votre enfant n'a pas de professeur de mathématiques ou de français ou d'une autre matière? Alors, je vous conseille d'écrire au rectorat en faisant une lettre recommandée avec accusé de réception et vous allez en fait demander le remplacement de ce professeur en utilisant cette jurisprudence du Conseil d'État qui dit qu'il y a une obligation légale pour l'éducation nationale de procéder au remplacement d'un professeur absent et qu'à défaut, une indemnisation sera demandée. Il y a eu d'ailleurs ces dernières années, il y a de plus en plus d'actions de
devant les tribunaux administratifs en condamnation de l'État pour non-remplacement. On est bien d'accord que le but n'est pas d'obtenir une indemnisation, mais d'obtenir le remplacement. Donc le fait d'écrire au rectorat en invoquant la jurisprudence et en invoquant cette obligation, du coup, fera que votre demande sera traitée de façon urgente pour obtenir le remplacement. Et le fait, même pour le chef d'établissement, que vous demandiez au rectorat, alors l'idéal pour les parents, c'est de se regrouper et que le rectorat reçoive plusieurs demandes de plusieurs parents, puisqu'un professeur donc, enseigne à une classe, enfin, à différentes classes, donc que les parents se regroupent, soit par le biais des associations de parents d'élèves, soit que les parents d'une même classe éventuellement fassent des courriers conjoints au rectorat en disant voilà, attention, notre enfant est privé de cours depuis telle date, nous vous demandons un remplacement. À défaut, nous n'hésiterons pas à invoquer cette jurisprudence et cela permettra d'activer le remplacement. En fait, si le rectorat a un certain nombre de remplaçants, à ce moment-là, votre établissement a plus de chances d'obtenir le remplacement si vous demandez de façon, on va dire, structurée et juridique ce remplacement. Et le chef d'établissement, qui lui aussi va demander le remplacement lorsqu'un professeur est absent, pourra s'appuyer sur vos demandes à vous en tant que parent d'élève faites au rectorat, puisque vous sollicitez le remplacement en utilisant notamment cette jurisprudence en matière de remplacement de professeurs absents. Les bons conseils de maître Valérie Piot ici pour gérer la problématique des enseignants absents. Agnès Bourgoin de l'Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On ne va pas se quitter sans donner quelques petits rendez-vous à celles et ceux qui seraient tentés. Journée portes ouvertes. 12 mars. Toute la journée, 9h-17h, venez vous balader sur le campus. C'est aussi une belle balade. Venez rencontrer les formateurs, les apprentis, les élèves. Voilà. Et vous pouvez faire une première balade sur le site internet. C'est très facile. Vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez Agrocampus Saint-Germain. Il y a plein de vidéos, plein de témoignages. C'est un site extrêmement vivant qui présente tout. Et puis le fameux job dating dont vous nous parliez, donc en bon anglais, rencontre avec les professionnels. Échanger et aussi apporter CV, lettres de motivation. Voilà. 11 juin. Vous avez tous les métiers. 11 juin, arboriculture, horticultures et pépinières, maraîchage, vignes, vins, paysage. Nous, on n'aura pas vignes et vins. Il n'y a pas tout. Foresterie, vous n'avez pas non plus. Non, on n'a pas. Vous avez en revanche les chevaux. Voilà, tout à fait. Et là, derrière tout ça, plein de métiers dont vous parlez avec beaucoup de passion. Eh bien, ça vous a tenu finalement, le fait de faire des petits dessins en cours de français quand vous aviez 15 ans? Eh bien, le dessin, c'est essentiel. Oui, c'est très important. Oui, ça permet de se libérer la tête. C'est très chouette de continuer à dessiner. Merci beaucoup de nous avoir présenté à la fois ces filières et cet agrocampus de Saint-Germain-en-Laye. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati, au son Héloïse Merlin, à la réalisation Hector Humblot. Évidemment, vous restez sur School TV si vous voulez voir et revoir cette émission et toutes les quotidiennes et toute la chaîne. C'est sur les réseaux sociaux et sur Internet en permanence.